MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Les causeurs, les causeuses, bienvenue dans votre émission La Causerie du Midi, l'émission à travers laquelle on parle de différents sujets, des sujets de société, des sujets sur des phénomènes humains, bref, tout ça sans tabou, vous nous connaissez. Et justement, le sujet d'aujourd'hui est un sujet très pertinent, il concerne tout le monde et particulièrement les couples, donc soyez à l'écoute. En effet, l'intimité au sens exact du terme, c'est un besoin essentiel en tout cas que nous avons tous, c'est le besoin de trouver et de préserver un espace de pensée et surtout d'avoir un certain contrôle sur nos corps et nos idées. Alors c'est vrai que quand on se met en couple, on accepte et on décide d'ouvrir cet espace et de le partager avec une autre personne. C'est là qu'entre en jeu l'aspect physique de l'intimité. Et beaucoup de personnes, à notre étonnement d'ailleurs, ont admis qu'ils ont déjà refusé ou qu'ils refusent régulièrement en tout cas des rapports intimes, des rapports sexuels avec leur partenaire et c'est le thème du jour dans la causerie du midi. Sans plus tarder, on ne va pas vous faire attendre, rentrons dans le vif du sujet, dans la Causerie du Midi, c'est tout de suite. Pour avoir les bons termes et surtout la bonne manière de traiter ce type de sujet, la Causerie du Midi a invité un spécialiste en la matière, en la personne de Dr Lamarana Diallo, qui est sexologue de profession, mais aussi le fondateur de la clinique Santex 224. Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Causerie. Merci. Vous avez été difficile à trouver, hein? Je Un pense sexologue en Guinée? Oui, c'est nouveau en fait, c'est nouveau, ça commence maintenant. Et vu l'allure que c'est en train de prendre, je pense que dans les années à venir, on aura d'autres. On l'espère En tout cas, on est honoré de vous avoir sur notre plateau, l'un des rares sexologues de Guinée sur le plateau de la Causerie du Midi. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire déjà la question qu'on pose, le fait de refuser l'intimité à son partenaire, à son conjoint, à sa conjointe, est-ce que c'est quelque chose de normal? Alors nous, en tant que déjà médecin sexologue, on ne parle pas souvent de normalité. Parce que la sexualité, elle est complexe et vous allez voir qu'elle est aussi différente selon les couples. En fait, chaque personne, selon son histoire, selon ce qu'elle a vécu, définit sa propre sexualité qui va être différente de ce que l'autre est en train de vivre dans son couple, ce qui fait qu'il n'existe pas de normalité. Et ce qu'on cherche surtout, c'est une souffrance derrière un fait. Voilà, un couple, il y a monsieur ou madame qui a refusé ou qui n'accepte pas d'avoir des relations sexuelles. Est-ce que derrière ça, il y a une souffrance? Est-ce qu'il y a un monsieur qui se plaint de cette situation, qui a des pulsions sexuelles qui ne sont pas satisfaites? Et si c'est cela, ce couple mérite d'être aidé pour qu'ils arrivent à s'en sortir. Maintenant, si derrière cette plainte-là, on va voir que et madame et monsieur, ils vont tous bien dans cette situation, il n'y a pas de plainte, ils sont épanouis malgré qu'ils n'ont pas de relations sexuelles, on s'est dit qu'il n'y a pas raison d'intervenir en fait. Tant que les deux concernés sont pas quelqu'un d'autre, les deux concernés sont d'accord. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, il n'y a que les deux personnes qui sont concernées. Normalement, tu sais, dans le contexte dans lequel on vit, c'est sûr. la famille, des fois, Ah oui, ça, des c'est conseils, c'est plus des conseils, c'est des ordres. Mais pour en revenir d'ailleurs au sujet principal, est-ce que vous pouvez expliquer par exemple aux téléspectateurs ce qu'est être un sexologue ou en tout cas un médecin sexologue? Alors, être un médecin sexologue, c'est être cette personne qui va être d'abord dans l'écoute. Une personne qui va essayer d'écouter les gens, qui va essayer de comprendre en fait c'est quoi les soucis qu'ils sont en train de vivre, et puis maintenant qui, dans un premier temps, va donner des conseils. Parce qu'il faut le dire, on utilise beaucoup plus de conseils dans nos consultations, parce que vous allez voir que c'est des soucis qui ne peuvent pas être corrigés par des médicaments très souvent. Il faut donner des outils à la personne, des conseils, des attitudes à avoir pour arriver à s'en sortir. Et après, quand c'est nécessaire, prescrire quand c'est nécessaire vraiment pour accompagner les gens. Et j'aime bien dire accompagner parce que les soucis en rapport avec la sexualité ne se corrigent pas d'un seul coup. Il faut suivre, c'est dans le temps, vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Donc un médecin sexologue, c'est cette personne qui est spécialisée dans ce domaine qui va être vraiment l'écoute, donner de l'attention et accompagner les gens dans les difficultés qu'ils sont en train de rencontrer dans leur sexualité. Comme un peu un psychologue. C'est ça. Quand vous écoutez, vous sensibilisez, et vous, vos spécialisations en tant que sexologue, c'est un peu tout ça, ou bien il y a des axes dans lesquels vous travaillez plus précisément?
Alors, c'est de la psychosexologie. Donc, c'est pour dire que l'aspect psy, vraiment, il est très important parce que, voilà, le plus souvent, c'est des gens qui ont une souffrance psychologique, qui ne savent pas, peut-être. voilà, qui ne savent pas. Et parfois, voilà, c'est ça. Il faut vraiment écouter, il faut changer la façon de penser parce que parfois, c'est des pensées négatives. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien dans ma sexualité. La taille du pénis, elle est petite. Ma femme, elle n'est pas satisfaite. Donc, c'est des pensées négatives comme ça qui vont faire des complexes qui vont faire perdre confiance. Et voilà, ça peut aller de pire en pire, en fait. Et voilà, c'est comme ça on peut voir des gens qui restent pendant des années parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne vont pas aller... Par exemple, ils arrivent au moment où ils doivent se marier. Les parents sont derrière eux, il faut te marier, il faut te trouver une femme. Mais cette personne, elle sait qu'elle n'a pas confiance en elle, elle doute de ses capacités sexuelles, elle doute de la taille de son pénis, ce qui va faire qu'elle peut rester pendant des années. Et elle va dire qu'elle ne veut pas, elle n'est pas prête, mais en réalité, si vous fouillez derrière, vous allez trouver que c'est une perte de confiance. Donc, à cette personne, on n'a pas vraiment des médicaments qui vont corriger ce trouble et redonner confiance. C'est vraiment dans l'échange. Dans l'échange, voilà, dans l'échange. La conversation, enfin, les discussions que vous aurez avec cette personne. Mais vous, monsieur Dr Diallo, pardon, vous spécialisez dans quoi? La sensibilisation ou vous traitez des gens? Enfin, qu'est-ce que vous faites en temps normal, vous, à votre cabinet? Le métier de sexologue, quand on commence, le plus souvent, on est... En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aider les gens, c'est de les soigner. Mais rapidement, on va voir qu'il faut sensibiliser. Donc, c'est des choses qui vont ensemble. En plus du fait qu'on va faire des consultations cliniques pour aider les gens de façon individuelle à s'en sortir, vous allez voir qu'on est rapidement amené aussi à porter un message pour le grand public parce que la demande, elle est là. La demande, elle est là. Donc, oui, clairement, il y a une demande. Et, en fait, tant qu'on n'a pas de difficultés, on s'en fout, en fait, quoi. La sexualité n'a qu'à rester tabou, il n'y a pas de problème. Mais le jour où on va avoir un problème, on réalise qu'on a besoin de quelqu'un. Et malheureusement, chez nous, on ne sait pas qui il faut aller voir, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire quoi, quand on a des soucis comme ça, d'autant plus que les personnes qui sont à côté de vous ne sont pas disposées à vous écouter. Quand vous souffrez, vous parlez de votre éjaculation précoce, le premier réflexe, c'est le rire. Voilà, ils vont rire de votre souci, ils vont se moquer. Cette compréhension-là de société, où c'est des choses qui affectent réellement. Et vous parliez de tout ce qui est sensibilisation, mais est-ce qu'il y a un autre côté aussi de la sexualité qui bloque, qui vient par exemple de l'hygiène, qui vient des maladies, qui vient... Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez aussi dans votre cabinet? Oui, oui, bien sûr. C'est pourquoi, en fait, le sexologue, il ne peut pas s'isoler. Il est obligé d'abord, en tant que médecin, à donner tout ce qu'il peut en tant que médecin, mais après, à s'entourer d'un réseau de médecins. Il faut qu'il soit en contact avec des urologues, il faut qu'il soit en contact avec des gynécos, parce que le plus souvent, l'accompagnement, il doit être pluridisciplinaire. Une femme, par exemple, qui a une vaginite, qui a une inflammation du vagin, va se plaindre de douleurs au moment des rapports sexuels et va venir voir le sexologue. Et certes, le sexologue il a beaucoup de choses à donner dans ce contexte-là en termes de conseils, en termes de prescriptions médicamenteuses, mais après, il faut voir le gynéco qui va aider aussi dans la prise en charge de la cause organique du souci. Donc, c'est pour dire que c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Moi, j'ai une question intéressante. Vous avez parlé de gynécologue et vous avez dit un autre terme aussi. Urologue. C'est un peu le gynéco des hommes. Des hommes, c'est ça. Ok, mais par exemple, je ne pense pas que beaucoup d'hommes ici en Guinée savent que les urologues, par exemple... Ouais. Pleinement, il y en a. Parce que généralement, quand on entend un couple se plaindre de soucis d'infection, on a tendance à penser que ça vient de la femme, mais des fois, ça peut venir de l'homme. Et il se dit que lui, il n'a nulle part où se faire traiter. Donc, c'est important. Chez nous, on a vraiment un service d'urologie. On a des professeurs agrégés. Ça veut dire qu'une personne, on dit que c'est un professeur agrégé. Lorsque cette personne a échelonné toutes les étapes pour avoir ce titre-là. On a un 2S, c'est-à-dire un service qui forme d'urologues spécialisés en Guinée, qui sont formés en Guinée. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui existe et malheureusement ce n'est pas bien vulgarisé. C'est ça. C'est très intéressant. Et moi, évidemment, la question se pose, quelles seraient les raisons pour lesquelles, c'est un peu le sujet de notre conversation aujourd'hui, quelles seraient les raisons pour lesquelles un homme ou une femme peut se voir refuser l'intimité à son partenaire? Refuser d'avoir des rapports sexuels. De ne pas vouloir aller de l'avant avec, carrément même pas plus loin que les préliminaires. Alors, ça peut être vraiment varié parce que, comme je le dis, quand c'est comme ça, le couple, ils s'entendent assez qu'il n'y ait plus de relations sexuelles, il n'y a pas de problème.
Mais quand c'est un partenaire qui n'a pas envie de continuer alors que l'autre a des pulsions, a un désir sexuel qui n'est pas satisfait, ça peut créer des soucis. En ce moment, on est amené à intervenir. Alors les raisons sont variées. On va d'abord donner des causes pathologiques. On va dire que là, vraiment, c'est un souci. Et ce qu'on observe le plus souvent, c'est par exemple quand chez les femmes, parce que c'est beaucoup plus fréquent chez les femmes, qui refusent que c'est les hommes. On va dire qu'il y a une étude, la seule que j'ai pu trouver qui est faite en Suisse, et nous dit quoi? Que plus de 63% des femmes se sont vues accepter des relations sexuelles alors qu'elles n'avaient pas envie, contre 23% des hommes. Donc c'est pour dire qu'il y a plus de femmes quand même qui vivent en couple et qui se retrouvent dans cette situation, elles n'ont pas envie d'avoir des relations sexuelles. Les causes sont variées, il existe des causes vraiment pathologiques. Et quand c'est pathologique, il faut intervenir, il faut aider. Alors la cause qui me revient en première intention, ce sont ces femmes qui vont souffrir de douleurs au moment des rapports sexuels. Ça c'est très fréquent chez nous, d'autant plus qu'il n'y a pas de préparation, les gens rentrent dans la sexualité, ils ne savent pas c'est quoi. Et quand il y a des soucis, ils ne prennent pas les choses à main, c'est quand c'est compliqué, ils vont venir voir un médecin. Alors quand une femme souffre de douleurs au moment des rapports sexuels, ça peut faire mal. Parce qu'on vous dit que le sexe, c'est bien, ça fait du bien, quand on a des orgasmes, c'est extraordinaire. Alors que vous, quand vous y allez, vous souffrez, vous avez mal. Et quand c'est comme ça pendant des années, elle peut vraiment se dire elle ne trouve pas son compte. Et même quand c'est réglé, tellement qu'elles sont conditionnées à associer le sexe, les relations sexuelles à la douleur, même quand le problème, les douleurs sont parties, finalement au niveau psychologique, il n'y a plus cette volonté. Il n'y a plus cette volonté parce qu'il y a une marque maintenant sur le cerveau qui dit que le rapport sexuel est égal à douleur pour vous. Et dans cette situation-là, on n'est pas tenté à revenir. Donc ça peut faire que la femme, elle dit qu'elle n'a pas envie. Parfois aussi, c'est des problèmes relationnels. Et c'est très important chez les femmes parce que voilà, la sexualité chez la femme, elle est totalement différente chez l'homme. Vous allez voir que la femme, elle fait attention par rapport à les relations que vous avez avec elle. Est-ce que vous faites attention à elle? Est-ce que vous vous rappelez même de son jour d'anniversaire? Est-ce que vous lui faites des cadeaux? Ça compte. Voilà, ça compte vraiment pour elle parce que si vous avez une bonne relation avec elle, une bonne connexion, vous allez voir qu'elle-même, elle peut demander le sexe parce qu'elle se retrouve dans la relation, elle se sent valorisée. C'est totalement différent pour les hommes parce que nous, on vient de s'engueuler, il y a des soucis entre nous. Tu as envie d'avoir des relations sexuelles, on est prêt en fait. Cette pulsion, elle est spontanée. Voilà, alors que chez la femme, il faut travailler. Est-ce que dans ce cas, on parle de libido? Parce qu'on parle souvent de libido dans les problèmes au niveau de la sexualité des couples. On dit que le niveau de libido des hommes est plus élevé que les femmes. Mais moi, j'ai entendu récemment qu'en vieillissant, le niveau de libido d'un homme baisse relativement et celui de la femme augmente. Donc plus elle prend de l'âge, peut-être moins elle associe les rapports sexuels à la grossesse, à plein de choses contraignantes. Là, elle se sent plus femme, elle se lâche, elle dit sa sexualité. Est-ce que ça, c'est vrai? C'est quoi déjà même la libido avant d'aller plus loin? Cette libido, c'est cette pression qui va faire que cette personne va aller vers une relation sexuelle en fait. C'est une pression qui est soutenue par des hormones. Chez l'homme, la testostérone. Chez la femme, il y a des hormones, plus de 2, c'est les oestrogènes surtout qui interviennent de ce côté-là et qui vont faire que cette personne va aller vers l'autre pour avoir un rapport sexuel. C'est cela la libido. C'est vrai, la tendance à diminuer quand on prend de l'âge chez l'homme. Et c'est lié au vieillissement des artères et puis il ne se sent pas en bonne santé, surtout s'il a des soucis de santé diabétique, hypertendu et tout ça. Et voilà, donc ça peut venir de là. Alors que la femme, comme vous l'avez dit, plus elle tend vers la ménopause, elle sait que le risque de grossesse, il n'est pas là. Et puis, voilà, elle se sent confiante déjà parce que ce n'est plus la petite qui était là et qui obéissait à tout. Et cette confiance qu'elle a, ça peut l'aider vraiment à être émancipée sexuellement, bien que c'est des choses à contextualiser. Parce que ce n'est pas souvent comme ça chez nous. Ça peut être comme ça chez les autres, mais vous allez voir que chez nous, même si cette femme elle est ménopausée, elle est tout le temps en fait contrôlée par le mari qui est là, par les enfants qui grandissent, ce qui fait que bien des mamans chez nous pensent qu'elles n'ont plus le droit d'avoir des relations sexuelles au-delà. Oui, c'est tabou. C'est vrai que au-delà d'un certain âge. Est-ce que justement la culture, à quel point la culture joue, surtout ici dans le contexte guinéen, est-ce que la culture a autant d'impact sur la volonté sexuelle dans un couple? Oui, clairement. C'est la réalité dans toutes les sociétés. La différence, c'est que chez les autres, ils font des efforts. Ils font des efforts pour informer, pour sensibiliser. Et ce n'est plus tabou. Donc, tu peux comprendre en fait comment se passe la sexualité. Malheureusement, chez nous,
En fait, chaque personne est son propre maître. On apprend sa sexualité en fonction de ses expériences, des difficultés qu'on a eues, tout ça. Et voilà, ce qui fait que le poids de la société et les stéréotypes, les croyances des gens, vraiment influencent par rapport à l'épanouissement sexuel des gens. Je rajouterais même à dire qu'ici en Guinée, on peut remarquer par exemple quand un homme a une sexualité développée, c'est bien vu, c'est même félicité, alors qu'une femme, à l'opposé, si elle est ouverte sexuellement, si elle est épanouie sexuellement, c'est mal vu. C'est même auprès de ses amies femmes aussi, c'est mal vu, elles ne doivent pas parler de sa sexualité, alors que la communication sexuelle est hyper importante dans un couple. Mais même... Non, pardon. Non, ce qu'elle est en train de dire, c'est très intéressant parce que ça relève vraiment un fait bien développé dans notre société. Ça s'appelle l'androcentrisme. C'est quand tout est centré sur l'homme, en fait. On pense que tout ce qui est intéressant, c'est pour l'homme. La femme, elle doit être juste là pour rester derrière l'homme, obéir au désir de l'homme. Et puis après, elle n'a rien à dire. Alors que, franchement, la sexualité, c'est un truc partagé où les gens ont le droit de communiquer. Et généralement, ça c'est un vrai souci dans les relations de couple, les couples mariés par exemple. Ici en Guinée, on apprend à la femme que justement les relations sexuelles sont en premier lieu faites pour avoir des enfants. Donc en gros, on lui dit pas forcément qu'elle pourra y avoir du plaisir, qu'elle pourra y rechercher du plaisir, que ça pourrait la détendre. On ne lui dit pas tout ce qu'il y a de tous les bons côtés en fait. On lui parle de ça comme une certaine contrainte. Donc des fois, plusieurs femmes se sentent obligées d'avoir des rapports pour faire des enfants et à côté pour satisfaire les besoins du mari. Mais à côté, elles n'y voient vraiment, rien qu'à cause de ça, psychologiquement, elles n'arrivent pas à trouver du plaisir dans... C'est tellement dommage parce que justement, comme vous le disiez, docteur, la femme, elle, a besoin du côté psychologique du sexe. C'est-à-dire il faut qu'il y ait cette connexion et il faut qu'il y ait cette envie. Mais souvent, même quand la connexion, elle est là, quand elle s'entend bien avec son mari, parce que c'est mal vu une femme qui demande, par exemple, une relation à son mari ou encore parce que... juste pour ça, c'est difficile pour elle d'atteindre l'orgasme. Et elles font beaucoup semblant, les femmes. D'ailleurs, est-ce que, bon, je ne sais pas si on a des chiffres ici en Guinée, mais à quelle fréquence on pourrait imaginer que les femmes ressentent des orgasmes ici? Parce que l'homme, facile, tu fais un sondage, on va te dire 90% des hommes. Enfin, je pense, après je peux me tromper, mais les femmes, je pense qu'on serait peut-être autour de 30% de femmes qui ressentent à chaque rapport un orgasme. Beaucoup semblant. Oui, les femmes font beaucoup semblant. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez reçu comme témoignage auprès de vos clients. On va dire qu'il n'y a pas d'études chez nous, malheureusement. Mais ce qui est vrai, c'est que les hommes ont beaucoup plus d'orgasmes que les femmes parce que pour l'homme, en tout cas, une éjaculation le plus souvent finit par un orgasme, bien que parfois on peut avoir des éjaculations anorgasmiques, mais le plus souvent, un homme qui finit son rapport sexuel finit par un orgasme. Ce n'est pas le cas pour les femmes. Il y a plein de femmes qui ont des soucis parce qu'elles n'ont jamais eu l'orgasme, elles en ont entendu parler et chaque fois qu'elles ont des relations sexuelles, elles s'attendent à ce que ça arrive, mais ça ne va jamais venir parce qu'il y a des soucis, il y a des petits détails qui n'ont pas été corrigés, mais il faut dire quand même qu'il y a plein de femmes qui n'ont jamais connu l'orgasme et il y en a d'autres, peut-être de temps en temps. De temps en temps, c'est beaucoup de facteurs et c'est surtout le poids de l'éducation qu'on a donné à ces jeunes filles dans notre société. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de discuter avec un couple, c'est un couple qui est marié depuis 4 ans. Ils n'ont pas pu avoir le premier rapport sexuel. Ça s'appelait mariage non consommé. Ils sont mariés depuis 4 ans. Ils ont essayé, ils n'y arrivent pas parce que la femme, elle n'arrive pas à supporter cette pénétration. Il existe une maladie qu'on appelle le vaginisme qui empêche la pénétration. Là aussi, pour cette raison, une femme peut ne pas accepter des relations sexuelles. Et vous allez voir que la cause de cette maladie, c'est surtout l'éducation. On va dire à cette jeune fille, quand elle était petite, c'est la sexualité, il ne faut pas en parler, c'est sale, il ne faut pas vivre une sexualité, et ça fait mal. Vous voyez, donc c'est des croyances comme ça qui vont vraiment être bien fixées dans le subconscient de cette femme. Quand elle va être avec un homme, elle n'a pas les outils en fait qu'il faut pour se laisser se détendre, se laisser en fait laisser évoluer une excitation sur le corps et puis qu'elle puisse aboutir à un rapport sexuel. Donc ils sont restés comme ça relève le problème du tabou dans notre société parce que rester pendant 4 ans quand même et sans trouver de l'aide, c'est beaucoup. Mais 4 ans, c'est long. Oui.
Ça peut causer le divorce éventuellement. Ça peut causer une rupture complète du couple. Le vaginisme d'ailleurs, ça peut, stoppez-moi si je me trompe, mais c'est quelque chose généralement que les jeunes femmes développent tout au long de leur puberté, en grandissant et tout, justement comme il l'a dit, à cause des tabous qui sont autour de toute cette histoire. Et c'est ça, mais ça peut arriver aussi que par exemple après un traumatisme, après que le corps ait ressenti un traumatisme chez la femme, qu'elle souffre de vaginisme et ne puisse plus avoir de relation. Tu sais, des fois on voit des femmes qui arrivent à avoir un enfant et après elles n'arrivent plus à tomber enceinte parce qu'il n'y a plus de rapport. Elles ont le vaginisme, mais elles ne savent pas. Et c'est pas la première. Voilà, c'est pas la première chose à laquelle elles penseraient. Beaucoup de femmes. Moi, je connais une jeune femme dans ce cas-là. Elle en a souffert pendant plusieurs années, ce qui a fait que, bon, après, je ne sais pas si ça justifie ce geste, mais son mari a pris une autre femme. Et c'est bien des années plus tard, quand elle s'est un peu ouverte au monde, elle a fait quelques recherches et qu'elle s'est rendue compte que, ah oui, mais cette maladie-là, ça me fait penser à ce que je vis. Et bon, c'était trop tard. Elle avait déjà souffert pendant des années. Il y a un gros impact dans le manque d'information, le manque de sensibilisation autour de la sexualité. Il n'y a pas d'éducation sexuelle, en fait, en Guinée, en Afrique même peut-être. Et à quel point, parce qu'on le dit dans des études, on le lit, à quel point l'effet du sexe peut avoir un effet positif sur le corps, c'est presque comme une séance de sport en fait. Et souvent, je ne pense pas que c'est connu de tous ici. Est-ce que c'est quelque chose que vous appreniez, vous réalisez que vos clients l'apprennent aussi? Il y avait cette ignorance autour de les apports de l'activité sexuelle? Je pense que les gens l'apprennent, sauf qu'on est en retard comme vous le dites et ça ne va pas changer rapidement. On fait les efforts, on fait ce qu'on peut faire, on fait des sensibilisations sur les réseaux sociaux. Quand les gens viennent en consultation aussi, on donne les informations qu'on peut donner, mais ça ne change pas que la majorité des Guinéens n'ont pas vraiment l'information réelle et efficace par rapport à la sexualité. Et ce qui est dommage, c'est qu'au-delà de ce fait, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont se positionner, qui vont donner des conseils qui ne sont pas en réalité des bons conseils, et des jeunes filles qui ont des soucis par rapport à leur sexualité, qui vont utiliser des produits qu'elles vont trouver dans le marché. Voilà. Et puis tout ça, ça peut créer des dommages à leur santé sexuelle. Et c'est pour dire qu'il y a vraiment assez de choses à faire par rapport à la sexualité dans notre société, parce que franchement, il y a assez de problèmes, on le voit tous les jours. Est-ce que je comprends que c'est d'en parler, mais vous, dans votre cas, il faut que les gens sachent et veuillent venir vous voir, mais est-ce qu'il y a des moyens d'aller vers les gens pour cette sensibilisation? Je sais que c'est très compliqué dans une société comme la nôtre, mais comment on peut faire pour aller vers les gens, pour les sensibiliser sur les bienfaits du sexe, sur l'importance de communiquer, sur l'importance Mais surtout au-delà des bienfaits, parce que quand on dit bienfaits, peut-être que certains diront elles encouragent les jeunes à se dévergonder. Pas du tout. Jamais. Disclaimer. Simplement, c'est ça, savoir que c'est important surtout parce que généralement on dit que la femme est appelée à se marier et à avoir des enfants, mais si tu ne peux pas avoir une sexualité saine, comment veux-tu avoir des enfants? Ou comment veux-tu que ton mariage prospère en fait? Ça, perdure, voilà. Donc j'ai envie de dire que les gens les familles ou les parents, les proches qui souhaitent que leur fille ait des foyers qui tiennent, parce que ce n'est pas que l'amour, il faut se dire la vérité. Il y a un certain lien qu'on crée dans les rapports intimes qui consolide aussi un peu cet amour. Et si vous voulez que les foyers de vos enfants fonctionnent, il faut leur apprendre aussi des choses essentielles, quoi. Donc ça vient au niveau des parents. Pour revenir à ce que je disais, est-ce qu'il y a les parents qui sont amenés on les amène en tout cas à faire de l'éducation sexuelle à leurs enfants? Est-ce qu'on peut se permettre ça? Oui, on peut se permettre. Malheureusement, on n'a pas les moyens qu'il faut pour le moment, parce que d'abord c'est un réel problème. Ces parents qui sont censés donner une éducation sexuelle n'ont pas reçu une éducation sexuelle, ils n'ont pas la vraie information, ce qui fait que c'est un perpétuel en fait enchaînement. Ce qu'on peut faire en fait, c'est d'introduire des programmes d'éducation sexuelle dans les écoles par exemple, et puis que ce soit accessible. Aujourd'hui, on a des outils qui sont formidables, c'est les réseaux sociaux. Tout le monde passe leur temps sur les réseaux sociaux à regarder des choses parfois qui n'aident pas. Donc on peut utiliser ces outils pour rendre disponible l'information et puis comme ça les gens vont s'en sortir. Pour rassurer les gens, les études ont montré quoi? Ont montré que la petite fille qui a reçu suffisamment d'informations
par rapport à son âge, bien sûr. Oui, ce n'est pas une petite fille de 10 ans. Voilà, qu'on va donner des informations sur sexualité et tout ça. Mais par rapport à l'âge de cette petite fille, les filles qui ont reçu suffisamment d'informations, une éducation sexuelle adaptée à leur âge, le plus souvent se préservent et attendent, par exemple, le bon moment pour avoir un rapport sexuel, parce que déjà, elles savent que, voilà, en plus du bienfait de la sexualité, il y a ce côté néfaste qui sont les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, et puis voilà, tout ce qui peut venir en termes de traumatisme psychologique par rapport à la sexualité. Donc, elles reçoivent l'information qui est bien pesée, les avantages et les inconvénients d'une sexualité, et vont se décider en pleine connaissance. Donc, les études ont montré que c'est les sociétés où on donne suffisamment d'informations, il y a plus de jeunes filles qui se préservent et qui attendent le moment opportun. Un âge idéal pour commencer à parler de sexualité à ses enfants? Il n'y a pas d'âge idéal. Je pense qu'il faut observer l'enfant, voir quel est le niveau d'intelligence, de curiosité même, d'exposition. Parce que voilà, parfois on est au salon ensemble, on regarde des films, il y a des scènes qui peuvent arriver et parfois l'enfant n'est pas protégé, il est exposé. Donc plutôt de faire passer rapidement et puis de se taire, c'est peut-être l'occasion d'approcher l'enfant pour dire voilà, ce que tu vois, c'est du cinéma. C'est vrai, la sexualité, elle existe, ça se passe comme ça. Et puis voilà, c'est comme ça. Donner un minimum d'informations qui correspond au niveau de compréhension, à l'âge et à la curiosité même de l'enfant. Parce que si l'enfant vient vers vous, par exemple, pour vous poser une question par rapport à la sexualité, j'ai vu cela et j'ai entendu cela, vous êtes obligé de répondre. Bien que vous n'allez pas parler de votre propre sexualité, mais vous êtes obligé de répondre. Et il n'y a que comme ça que l'enfant va se sentir sécurisé. Aujourd'hui, on parle assez de violences sexuelles, d'inceste dans les foyers. Je pense que les enfants ne savent même pas c'est quoi. Quand un adulte est là, il est en train de toucher une petite fille et tout ça. Elle ne sait pas en fait c'est quoi. C'est normal aussi si c'est pas bien. Donc comme ça, il faut parler avec l'enfant pour que l'enfant sache que désormais, personne n'a, par exemple, le droit de toucher sa culotte, tout ça. Donc, c'est important d'en parler. Le consentement aussi, très important, chose très importante. Mais docteur Diallo, est-ce que le fait que ce soit mal vu de refuser l'intimité, de refuser des rapports sexuels à son partenaire, son ou sa partenaire, vous pensez que ça découle de quoi? C'est surtout dans le cas des femmes. Est-ce que, parce qu'on ressent un peu cette pression de devoir toujours avoir envie quand le partenaire a envie. Vous pensez que ça vient d'où, cette pression-là? Je pense qu'il y a deux faits. Le premier, c'est quoi? En fait, on parle de la notion de dette sexuelle. La dette sexuelle, c'est quoi? C'est quand vous vous sentez redevable à une personne parce que cette personne a été là par le passé pour vous et vous a fait des cadeaux, par exemple, elle prend soin de vous. Vous pensez que vous lui devez des services sexuels. Donc ça, c'est une pression, d'abord, qui vient de la personne elle-même, même si elle ne se sent pas prête, même si elle n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles, mais compte tenu du fait que son partenaire demande, et elle a envie, elle aussi, faire cela pour ce partenaire-là. Donc c'est une pression qui va venir d'elle, qui va faire que parfois, elle est amenée à avoir des relations sexuelles, même si elle n'a pas envie. Et l'autre fait, c'est quoi? C'est qu'il existe, quand des gens vivent ensemble, on appelle ça, en fait, un devoir conjugal. C'est votre femme, c'est votre mari, il existe des choses que vous devez avoir entre vous. Et cette question, elle a été soulevée dans d'autres sociétés, et surtout quand on parle de divorce. Par exemple, des juges sont arrivés à prononcer des divorces dans des couples et que la femme soit fautive parce qu'elle n'a pas accepté d'avoir des relations sexuelles pendant longtemps avec le mari. On n'a pas cherché à savoir s'il y a un souci de santé derrière. Donc c'est pour dire que ce contrat aussi, il existe, même s'il n'est pas bien écrit, explicite, mais on sait que quand des gens s'engagent à vivre ensemble, ils sont amenés à avoir des relations sexuelles. Alors moi, ce que je dis comme conseil quand je suis en consultation et que je rencontre des gens qui se questionnent par rapport à ça, de temps en temps, ce n'est rien. Déjà, quand votre partenaire vous dit non, parfois, ça met de la valeur sur son oui. Parce que le jour où cette personne va vous dire oui, vous allez voir que voilà, c'est... En tout cas, vous valorisez, c'est important. On ne peut pas être accessible tout le temps, ça diminue un peu la valeur. Donc, le non, il peut donner, en fait, peut être pris dans ce sens-là et puis être accepté. Maintenant, si ça se renouvelle, c'est pendant longtemps, elle n'est jamais disponible ou même si elle accepte, vous sentez qu'elle n'est pas totalement engagée dans la relation sexuelle, je pense que c'est le moment de s'arrêter, d'essayer de comprendre c'est quoi le souci. Comme je le dis tout de suite, le plus souvent, c'est des soucis qui ne sont pas très sérieux, qui peuvent être corrigés, qui se règlent dans la communication. Il faut comprendre, est-ce qu'elle est frustrée, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a changé. Et dans ça, vous pouvez trouver une solution. Parfois aussi, c'est des soucis de santé qui sont réels. Peut-être qu'elle a mal,
peut-être qu'elle n'a pas de plaisir dans votre rapport sexuel, elle est là, elle participe, mais elle ne prend pas de plaisir dans cette relation sexuelle. Ouais. Donc peut-être que voilà, elle n'a pas une contraception qu'elle aurait souhaité parce qu'elle n'a pas envie de faire des enfants. Donc il y a beaucoup de facteurs. Voilà, il y a plein de facteurs qu'il qu'il faut explorer et que surtout il faut aller consulter voilà, dès le début en fait. Voilà, c'est ça, sans indexer en fait pour dire elle refuse, elle refuse. Voilà. Parce que si on se met sur cette posture, elle refuse, ça va être conflictogène. Rapidement, des fois, elle refuse sans elle-même savoir quel est le problème sous-jacent. Ouais, c'est très très intéressant et malheureusement, comme vous le disiez, hein, c'est des motifs de divorce souvent, c'est des motifs même de marginalisation. On pointe du doigt cette femme qui refuse à son mari. Des fois, on amène même le côté de la religion. Enfin, il y a tellement de pression et de culpabilité qui sont accordées à la femme. C'est très dommage, mais ça fait plaisir de vous recevoir sur ce plateau et surtout d'éclairer les points sombres qu'on avait autour de la sexualité. Et ça fait qu'on peut aussi se poser la question de savoir, du coup, quelle est l'importance même des relations sexuelles dans le couple, dans un couple. Parce qu'on entend beaucoup d'hommes qui se plaignent « Ah, elle a refusé hier, oh, ça fait une semaine qu'elle refuse, etc. Et ils sont frustrés, ils vont au boulot, ils n'ont envie de parler à personne. Ça a un réel impact sur leur humeur, leur quotidien. Donc au final, est-ce que les relations intimes dans un couple n'ont pas même un peu plus de place que l'amour, j'ai envie de dire. Peut-être que je m'aventure un peu loin, mais parce qu'on peut voir des couples qui s'aiment à la folie, mais dès qu'il y a un souci au niveau des rapports intimes, il y a des tensions qui se créent, c'est ébranlé. Pourtant, on voit qu'ils s'aiment. Pourtant, l'amour est clair et limpide. Non, absolument. Donc, est-ce que les relations, les rapports sexuels avec son ou sa partenaire n'ont pas un peu plus d'importance, peut-être légèrement, que les sentiments qu'on pourra avoir pour cette personne? Je pense que ça va aussi dépendre du type de couple qu'on a en face de nous. C'est difficile de dissocier les deux, surtout quand il s'agit quand même des gens qui vivent ensemble, mariés. Ce qu'on va dire, c'est que la sexualité, elle a une place qui est centrale dans le couple. Il faut le comprendre. L'homme, il est fait d'une manière où il y a des choses en lui qui le poussent à aller vers la femme par des pulsions, un désir qui est là et qui doit être satisfait. La femme aussi, c'est un peu variable. Il y a des femmes qui ont vraiment ce désir qui est là, parfois comparable à ceux des hommes. Il y a des femmes qui n'en ont pas souvent envie. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut de la communication dans le couple. Il faut que les gens trouvent quand même des terrains d'entente parce qu'on a la chance d'avoir ce cerveau à utiliser, ce qui n'est pas le cas pour les autres animaux. Donc, c'est de le mettre en avant, de discuter pour trouver des terrains d'entente. Et puis, comme ça, vous allez voir que les gens vont être satisfaits par rapport à leur sexualité. Il faut comprendre que pour l'homme d'abord, le sexe, c'est moyen de diminuer les niveaux de tension et de stress. Quand on est stressé, parfois on peut avoir juste envie d'avoir des relations sexuelles parce qu'on est stressé. Et vous allez voir que cette personne, quand elle va jouir, quand elle va avoir un orgasme, il y a une décharge d'hormones dans son organisme qui fait que la personne, elle se sent détendue, elle peut dormir facilement. Parfois, le sexe, c'est un moyen pour nous de nous endormir tout simplement. Et c'est valable aussi pour les femmes parfois qui ont des orgasmes. Quand on a un orgasme, que ce soit pour l'homme ou la femme, on peut être tellement détendu qu'on peut s'endormir facilement. Donc, parfois, c'est un moyen de se rapprocher de sa partenaire aussi. Donc, pour chaque personne, en fait, le motif qui va faire que cette personne va aller vers sa partenaire est différent. Et ce qui va faire que si ce désir n'est pas satisfait, ça peut créer des soucis, ça peut créer des tensions. Ce qui va faire que la relation que vous avez avec cette personne va être un peu compromise, va prendre beaucoup. Donc, le sexe, il est vraiment au centre. Il y a, par exemple, une chose que j'observe dans notre société. C'est quoi? C'est par exemple des gens, c'est vraiment ancré, hein, quand on voyage ou quand on n'est pas autour de ces gens-là, on ne le comprend pas. Des femmes qui tombent enceintes, qui accouchent et qui vont se dire il faut sévrer l'enfant avant de reprendre des relations sexuelles. Je l'observe souvent, par exemple, des femmes qui vont refuser un rapport sexuel au mari, ou parfois même le mari ne demande pas parce qu'elle est en train d'allaiter. C'est bien ancré dans notre société. Les gens croient que tant que cette femme elle est nourrice, elle ne peut pas avoir des relations sexuelles avec le mari. Ce qui va faire qu'il y a des maris qui vont prendre une deuxième femme, c'est fréquent. Il y a des gens qui vont sortir, ils n'ont vraiment pas envie, ils n'ont pas l'habitude de sortir, mais là, la pression elle est telle qu'il faut trouver une partenaire sexuelle, ils vont sortir, trouver ça dehors. La tromperie. Et voilà, donc ça crée assez de soucis, alors qu'on a vraiment des moyens pour faire face à cela. On a des moyens de contraception si ce couple n'est vraiment pas prêt à avoir une autre grossesse.
on a des moyens de communication et d'information. Mais malheureusement, ça ne change pas. C'est des croyances qui sont bien ancrées, soutenues par les stéréotypes de la société et qui vont être difficiles à défaire dans notre société. En tout cas, plus on en parle, plus ça délie les langues, j'ose croire. Et merci pour des sociologues comme vous qui permettent justement d'ouvrir les esprits et donc peut-être de faciliter cette communication dans un couple sur le sexe et l'importance du sexe. Très intéressant comme conversation. C'est un sujet quand même assez délicat, mais finalement, quand on cherche un peu, on sent qu'il est assez commun aux personnes du monde, j'ai envie de dire aux femmes, mais ça n'arrive pas qu'aux femmes. C'est vrai qu'il y a une étude qui disait que 9 femmes sur 10 dans le monde, pas seulement en Afrique ou à l'Occident, mais 9 femmes sur 10 ont déjà ressenti cette pression de devoir avoir des rapports sexuels alors qu'elles n'en avaient absolument pas envie. Certaines, même les réponses variaient. Il y a certaines qui disaient que ça leur arrive de temps en temps, d'autres tous les jours. À chaque rapport sexuel, elles ont ressenti cette pression de devoir le faire, même si elles n'en avaient pas forcément envie. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas généraliser, mais je pense qu'en temps normal, de manière générale, ça arrive plus aux femmes qu'aux hommes. En tout cas, le plus important, c'est de communiquer avec son partenaire et s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde et de sensibiliser, d'éduquer également sur la sexualité à nos enfants. Bon, pas enfants quand même, je ne veux pas dire enfants. Non, pas enfants. Pas enfants, mais en tout cas aux jeunes qui commencent à toucher à la puberté, etc. Je pense qu'on a fait le tour, mais avant, on pourrait parler de cette histoire qu'on nous a partagée de notre abonné. Et c'est très intéressant parce qu'il s'agit d'un homme, donc ça nous a fait plaisir de recevoir ce témoignage de cet homme qui aujourd'hui est divorcé parce que la raison principale de leur divorce, bon, c'était le fait qu'il refusait la sexualité. Il refusait. C'est lui qui refusait. Voilà, il n'était pas à l'aise pour des raisons qui lui appartiennent, mais en tout cas, c'est quelque chose de très rare, on le voit très rarement et je pense que ça nous a beaucoup étonnés d'entendre ça. Ouais. Après avoir discuté avec vous, je me rends compte peut-être qu'il avait un complexe qu'il n'arrive toujours pas à admettre, à avouer, et il refusait constamment les relations. Par contre, il a bien voulu qu'on parle de cette histoire parce que peut-être que lui-même il cherche des réponses et j'espère qu'à travers justement cet épisode, il pourra peut-être venir rentrer en contact avec vous et régler son problème. Oui, parce que ça existe, des hommes qui, vous l'avez dit, des hommes qui vont jusqu'au divorce parce qu'ils n'arrivent pas, et c'est même pas une volonté d'aller voir ailleurs, hein, c'est vraiment, il y a un complexe, ils ne se sentent pas à l'aise de vouloir explorer cette sexualité. Il y a des raisons, clairement, on a parlé des raisons des femmes qui sont plus communes, mais il y a ces hommes aussi, il ne faut pas les oublier, ils sont là, et heureusement que, encore une fois, les sexologues sont là pour donner des réponses le plus possible. Est-ce que vous avez déjà rencontré un couple où c'est l'homme qui était le souci? Oui, j'en rencontre régulièrement. Régulièrement, bien sûr, régulièrement. Certes, comme on l'a dit depuis le début, c'est les femmes qui se plaignent de cela le plus souvent. Ouais. Mais le plus souvent, on va entendre un homme dire « je n'ai pas envie d'avoir des relations sexuelles ». Et comme moi, je ne m'arrête pas là-bas, il faut explorer, il faut interroger, regarder, fouiller. Ouais. Et le plus souvent, derrière, on va trouver qu'il y a un souci de santé. Il y a par exemple une éjaculation précoce, une forme d'éjaculation parfois sévère, c'est-à-dire c'est un homme qui peut éjaculer au moins même des préliminaires. Ça s'appelle une éjaculation anteporta. Parfois, c'est un homme qui a une dysfonction érectile, c'est-à-dire il a cette difficulté à avoir une érection. Donc, en étant dans cette situation d'intimité, cette personne va vraiment souffrir de cet état parce qu'elle sait que ça ne va pas marcher. Donc, le plus souvent, c'est des hommes qui vont dire « je n'ai pas envie ». Quand ils sont mariés, par exemple, ils restent au salon, ils regardent la télé jusqu'à ce que madame elle s'endort. Ils vont rentrer à 1h, 2h pour faire semblant qu'ils viennent maintenant pour avoir une relation sexuelle alors qu'elle dort déjà. Donc, et finalement, ce sont des hommes parfois qui ont la capacité de remettre la faute sur la femme. Parce que c'est plus facile, c'est plus commun. Commun, c'est ça. Donc, plus souvent, il y a des soucis derrière. Maintenant, on peut avoir des hommes qui se sentent très bien, ils n'ont aucun souci par rapport à leur sexualité. Chaque fois qu'ils ont essayé, ça se passe bien, mais qui vont vous dire, pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas forcément envie d'avoir des relations sexuelles souvent. Là, c'est difficile, hein, c'est vraiment difficile d'intervenir parce que vous trouvez qu'il n'y a rien à faire. Cette personne, elle a envie de rester comme ça. Si le couple, en fait, la distance entre les désirs, elle est tellement énorme qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble, parfois on ne peut rien, c'est le divorce qui arrive devant. C'est le cas de notre abonné et de sûrement beaucoup d'autres personnes. En tout cas, merci beaucoup, monsieur docteur Diallo. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos conseils. Je pense que ça profitera à plus d'un. Et à vous aussi, chers téléspectateurs, merci. Vous pouvez également revoir cet épisode et tous les autres épisodes sur notre chaîne YouTube, La Causerie du Midi, sur Joma TV. Et bien sûr, comme d'habitude, vous nous
On vous remercie. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à participer. Si vous souhaitez participer et peut-être vous retrouver sur ce beau fauteuil bleu et pour échanger avec nous sur un thème qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous contacter via nos différentes plateformes sociales, donc sur Facebook, Instagram, en tapant tout simplement La Causerie du Midi ou en allant sur la chaîne YouTube de Joma TV où vous pourrez retrouver toutes les infos importantes pour nous contacter. Et on se dit à très bientôt dans La Causerie du Midi. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.